Bonjour Baptiste Giraud, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Bande Passante. Donc tu es maître de conférences en sciences politiques à l'université Aix-Marseille. Tes domaines de recherche portent notamment donc, sur la sociologie du syndicalisme et de l'action collective et des relations professionnelles. Donc, dans ton actualité, je mentionne que tu es contributeur de ces actes du colloque Les classes populaires à l'écart du politique, édité par la Fondation Gabriel Péri, où avec Tristan Haute, tu as écrit un article sur le travail, espace de politisation différencié pour les classes populaires salariées. Et là, aujourd'hui, tu viens nous présenter donc un ouvrage que tu as co-dirigé avec Camille Signoretto, qui est, elle, maîtresse de conférences en économie. Donc, un compromis salarial en crise, que reste-t-il à négocier dans les entreprises, qui vient juste donc de sortir aux éditions du Croquant, et qui est le résultat donc d'un travail collectif, pluridisciplinaire, dans lequel vous avez mobilisé d'un côté une enquête statistique et de l'autre côté un certain nombre d'enquêtes plus qualitatives que vous avez effectuées en entreprise. Et donc cet ouvrage porte notamment sur la manière dont se reconfigure la négociation en entreprise. Vaste sujet. Pour commencer, sans plus attendre, vous utilisez notamment dans cet ouvrage deux concepts. Et donc j'aimerais bien que tu nous expliques ce que vous entendez par rapport salarial et surtout compromis salarial. Oui, bonjour d'abord et merci pour l'invitation. Alors la notion de rapport salarial, on la doit d'abord aux économistes, notamment aux économistes de la régulation, et c'est un concept qui sert à caractériser la manière dont s'organise la relation d'emploi entre employeur et employé dans sa double dimension, c'est-à-dire une dimension d'abord qui repose sur des rapports de pouvoir, de domination entre évidemment l'employeur et les salariés, mais qui consiste aussi à montrer que la relation d'emploi ne repose pas que sur le pouvoir patronal, que sur un rapport de contrainte, mais qu'elle repose aussi sur des compromis qui se négocient entre patrons et salariés pour donner des comptes octroyés, consentir des contreparties en échange du travail réalisé, donc des contreparties évidemment salariales, la rémunération, mais pas simplement, aussi en termes de droits qui sont reconnus aux salariés dans l'organisation de leur temps de travail ou de leurs conditions de travail. Et donc, réfléchir en termes de compromis salarial, c'est chercher à comprendre comment se déterminent les règles qui organisent ce rapport salarial. Est-ce qu'il découle uniquement ou d'abord d'un rapport de contrainte, ou est-ce que les salariés et leurs représentants syndicaux ont la possibilité, ont la capacité de négocier, d'obtenir des compromis plus ou moins avantageux pour les salariés en échange de leur mise au travail? D'accord. Et donc justement, pour essayer quand même, avant d'arriver aujourd'hui, donc d'essayer de parler un petit peu des évolutions de ce rapport salarial. Et donc, vous partez au départ, vous dites qu'il y a eu à un moment donné un compromis Fordiste qui a existé. Donc, qu'est-ce que signifie ce compromis Fordiste? Comme ça nous permettra de voir les évolutions ensuite. Alors, le terme de compromis Fordiste, donc, on le doit toujours aux économistes de la régulation, et il sert à désigner le type de compromis salarial qui s'est construit dans la période des 30 Glorieuses, donc au lendemain de la libération en France, et donc dans une période caractérisée par un contexte de forte croissance économique dans les économies occidentales, caractérisée aussi par un rapport de force social, politique beaucoup plus favorable qu'il ne l'est aujourd'hui pour le mouvement ouvrier, avec évidemment une présence syndicale beaucoup plus massive dans les entreprises. On était de l'ordre d'un taux d'adhésion entre 25 et 30%, un mouvement syndical qui était très largement dominé par une CGT proche du Parti communiste, qui lui-même était une force électorale très puissante et donc qui pesait aussi sur la manière dont a été régulée la relation salariale. Et puis un autre élément quand même aussi important, c'est qu'on était alors à l'époque dans un contexte capitalistique caractérisé par une forme de capitalisme familial, c'est-à-dire où les entreprises étaient très largement dominées par un patronat qui était un patronat familial, c'est-à-dire que ceux qui dirigent étaient les propriétaires de l'entreprise. Et donc ça veut dire un patronat qui était ancré dans le territoire, et donc il y avait une stratégie de profit qui s'inscrivait dans une logique de longue durée. C'est un élément quand même assez important. Et donc dans ce contexte, le compromis Fordiste désigne le compromis qui était négocié au travers des négociations centralisées, donc ça veut dire des négociations de branche, des négociations interprofessionnelles, et qui consistait à répartir les fruits de la croissance
entre le capital et le travail, et donc d'octroyer des augmentations de salaire, notamment des augmentations générales de salaire, une amélioration des droits sociaux des salariés à travers l'extension, le renforcement de la protection sociale, en échange du travail et en échange de l'engagement des salariés à améliorer la productivité des entreprises. Bon. Ce type de compromis salarial, il a été fortement remis en question à partir de la fin des années 1970 et de manière encore plus forte dans les années 1980, sous la conjugaison de facteurs à la fois économiques et politiques. D'un point de vue économique, c'est la transformation de la structure du capitalisme qui, d'une part, se désindustrialise, en tout cas dans nos pays occidentaux, donc une désindustrialisation, alors que le syndicalisme était d'abord ancré dans l'industrie, notamment dans la grande industrie, donc dislocation des grandes concentrations ouvrières. Deuxième changement majeur, évidemment, la financiarisation du capitalisme et donc l'appropriation des entreprises par une nouvelle forme de capital, un capital beaucoup plus volatile, beaucoup plus mobile, et donc qui peut exercer constamment une forme de chantage politique, économique, pardon, sur les entreprises, chantage à l'investissement, chantage à l'emploi. Bon. Et dans le même temps, les années 1980, du fait des transformations du modèle productif, moins d'industrie, plus de petites unités de production avec l'émergence du capitalisme de services, tout cela s'est traduit par un affaiblissement du syndicalisme et, sur un plan politique aussi, par l'affaiblissement considérable du poids politique du Parti communiste. Donc déjà, toutes les conditions qui étaient réunies dans les Trente Glorieuses sont très largement remises en question. Et il faut rajouter à cela le fait que, notamment à partir des années 1990, on a eu une succession de réformes des règles de la négociation collective et du dialogue social qui ont été parachevées par les ordonnances travail en 2017 et donc qui consistent à faire de la négociation d'entreprise le nouveau pilier de la production du compromis salarial en lieu et place des négociations notamment de branche et qui modifie aussi les règles de la négociation. Pour faire très simple, lorsque la négociation d'entreprise elle est généralisée, elle est rendue obligatoire par les lois Auroux en 1982, elle consiste à, essentiellement, elle est pensée comme un droit syndical qui doit permettre d'obtenir de meilleurs compromis en faveur des salariés là où c'est possible, en termes de conditions de travail ou de salaire. Progressivement, à partir des années 2000 et jusqu'aux ordonnances Macron, la négociation d'entreprise elle est pensée maintenant comme un outil qui est d'abord au service de l'optimisation des stratégies de compétitivité des entreprises, c'est-à-dire qu'il doit permettre de négocier une plus grande flexibilité du travail, de l'organisation du temps de travail en particulier, mais aussi une plus grande flexibilité des rémunérations. Ce qui conduit donc à parler comme vous dites, d'un nouveau régime politique de relations du travail. Exactement, voilà. C'est l'idée, c'est d'insister dans la continuité des travaux, notamment du sociologue américain Michael Burawoy, d'insister sur le fait que les transformations du rapport salarial ne sont pas simplement les conséquences d'une transformation des structures économiques du capitalisme, mais bien aussi de choix politiques qui sont faits dans la manière d'encadrer, d'organiser la représentation du personnel et les droits qui sont octroyés à ses représentants dans les entreprises et qui a abouti à subvertir complètement la logique même de la négociation collective qui était véritablement pensée avant d'abord comme un outil au service du renforcement du droit des salariés et qui est de plus en plus maintenant aussi pensé comme le moyen d'adapter les rémunérations, l'organisation du temps de travail aux exigences et à la logique du marché. Alain Supiot, le célèbre juriste, parle d'une subordination croissante des relations de travail, et on pourrait donc élargir de la négociation collective aux logiques du marché. Donc dans cet ouvrage collectif, vous avez construit une typologie des modèles socioproductifs. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer l'utilité dans cet ouvrage, dans ce travail collectif de parler en termes de modèles socioproductifs? Qu'est-ce que ça vous apporte ? En fait, tout ce que je viens d'expliquer là, c'est le point de départ de notre ouvrage. Donc la question qu'on pose à travers cet ouvrage, c'est de comprendre, de chercher à comprendre comment se transforme, comment se reconfigure dans ces contextes en mutation économique et politique, comment se reconfigurent les usages, les modalités d'appropriation de la négociation collective, j'ai envie de dire à quoi elle sert
finalement dans les entreprises. Évidemment, on n'est pas du tout les premiers à poser ce genre de questions. Il y a toute une littérature foisonnante en sociologie des relations professionnelles qui examine cette question, mais qui l'examine essentiellement en appréhendant les effets de la taille des entreprises, des secteurs des entreprises et de la présence ou de l'absence des organisations syndicales. Bon, qu'est-ce qu'on voit à travers ces travaux? C'est que la négociation collective est surtout présente, elle existe surtout dans les grandes entreprises, là où sont présentes les organisations syndicales, et plus encore dans le secteur industriel, où les organisations syndicales sont historiquement implantées et donc aussi portées par des militants encore aujourd'hui qui ont un véritable savoir-faire dans la mobilisation et dans la négociation collective. Nous, on ne remet pas du tout en question ce constat, bien évidemment, mais on cherche à aller un petit peu au-delà, en partant tout simplement du constat que tout le monde peut faire, que dans les entreprises industrielles, par exemple, ou dans les entreprises de services, les modalités de la négociation collective et plus largement les formes du rapport salarial, elles sont pas du tout les mêmes selon qu'on travaille dans une entreprise de la distribution, dans un entrepôt de logistique, ou bien dans une entreprise qui va produire des avions avec des personnels très qualifiés, des organisations syndicales très représentées. De la même manière, dans les petites entreprises, effectivement, les négociations sont rares, mais le rapport salarial n'est pas du tout le même selon qu'on travaille dans une petite entreprise du bâtiment, par exemple, ou bien dans une petite entreprise de type cabinet de conseil qui fait appel à des ingénieurs, à des techniciens beaucoup plus diplômés. Et donc, ce qu'on cherche à travailler dans cet ouvrage, c'est de montrer comment donc ces contextes socioproductifs, c'est-à-dire le type de marché sur lequel est l'entreprise, le type d'organisation du travail qui caractérise ces entreprises, et puis le type de main-d'œuvre, donc le type, on pourrait dire, de rapports sociaux de production, comment ça interfère avec des manières très différentes dont se construit à la fois le rapport salarial et la manière dont la pratique de la négociation collective contribue à la production de ce rapport salarial. D'accord. Et je propose là donc il y a vous dégagez 4 modèles socio-productifs dans ce livre. Donc, est-ce que tu peux nous les présenter un peu brièvement? Il faudra le lire, le livre, pour bien sûr, avoir plus de détails. Donc, schématiquement, alors évidemment, c'est ce qu'on appelle en sociologie des idéotypes. Donc, c'est des grands modèles. Et donc, ça sert surtout à voir comment les entreprises se distinguent. Et bien sûr, ces modèles sont poreux, je le dis d'emblée. Mais donc, 4 modèles. 2 modèles dans lesquels les négociations collectives et les conflits collectifs sont rares. Sans surprise, on retrouve là plutôt des petites entreprises, c'est cohérent avec ce que je disais précédemment, mais là on voit bien des modèles malgré tout qui se distinguent assez radicalement dans la nature du rapport salarial et même dans les usages de la négociation collective. Le premier, on l'a qualifié d'entreprise néo-paternaliste, donc c'est la petite entreprise, entre 10 et 50 salariés, sur des marchés locaux, le bâtiment, le commerce, caractérisé par une grande proximité aussi sociologique entre patrons et salariés. Pourquoi néo-paternaliste? Parce que dans le modèle paternaliste, dans ce type de petite entreprise, le modèle paternaliste suppose l'idée que, en échange d'un pouvoir patronal quasi exclusif, le patron octroie ou garantit une forme de protection à ses salariés, protection aux stabilités de l'emploi, forme d'avantages sociaux, 13e mois par exemple, ou des arrangements possibles sur l'organisation du temps de travail ou des choses de ce genre. Bon, ce qu'on montre dans le livre, c'est que même dans ce modèle-là, on a des relations sociales qui sont de plus en plus mises sous tension parce que en particulier, on a de plus en plus des petites entreprises qui sont prises dans des rapports d'interdépendance très forts avec des donneurs d'ordre. Et donc, qui mettent sous pression les directions d'entreprise. Et cette pression, elle se répercute, notamment pour obtenir donc des services à bas prix, à bas coût. Et donc, ça se répercute évidemment par une mise sous pression des salariés. J'ajoute, pour terminer là-dessus, qu'il n'y a quasiment pas de représentation du personnel dans ce type d'entreprise. Deuxième type d'entreprise qu'on a qualifié de dynamique et innovante. Alors, pourquoi on dit dynamique et innovante? Parce que c'est des entreprises qui font appel à une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée, qui sont sur des marchés internationaux et sur des marchés qui reposent sur des logiques de compétitivité par la qualité et par la capacité à produire des produits innovants. Et donc là, on a une manœuvre beaucoup plus qualifiée, qui a des conditions avec une organisation du travail qui laisse beaucoup plus d'autonomie, alors évidemment une autonomie contrôlée, mais beaucoup plus d'autonomie aux salariés, et puis des conditions de rémunération qui sont évidemment beaucoup plus avantageuses pour ces salariés. Peu de négociations collectives, un patronat toujours très très hostile à la présence d'organisations syndicales, mais lorsqu'il y a négociation, ce sont des négociations qui sont plutôt quand même à l'avantage des salariés, notamment pour négocier par exemple des dispositifs d'épargne salariale. Donc, parce qu'on est dans des entreprises qui sont gouvernées par une logique de fidélisation du personnel. Il faut retenir une main-d'œuvre rare sur le marché du travail. Et puis on a 2 autres modèles.
qui sont des modèles qui correspondent aux entreprises où il y a une présence syndicale très fréquente. Et des négociations collectives plus fréquentes et des conflits collectifs aussi plus fréquents. Le premier modèle, c'est ce qu'on a qualifié d'entreprise néo-taylorienne de services, donc qui est caractérisé, pour aller à l'essentiel, par une surreprésentation des organisations, entreprises ou associations du secteur sanitaire et social. Qu'est-ce qui les distingue des autres? C'est qu'elles évoluent sur des marchés très réglementés pour la qualité des services qui sont rendus, mais aussi très réglementés du point de vue des tarifs qui sont pratiqués, dans un contexte, tout le monde le sait, de rationalisation des dépenses publiques et donc de très fortes contraintes qui posent sur les directions de ces organisations pour réorganiser le travail et pour pratiquer des salaires qui obéissent à une volonté de contrôler les coûts dans ces entreprises. Donc il y a beaucoup de négociations, mais des négociations notamment salariales qui tournent à vide, puisqu'il n'y a quasiment rien qui se négocie au niveau des salaires, au niveau de ces entreprises. Et en revanche, ces entreprises qui sont caractérisées par une très forte tension sur les questions de conditions de travail, dans un contexte de restructuration permanente. Et puis, dernier type d'entreprise, néo-fordiste en tension. Là, c'est la grande entreprise industrielle, caractéristique de la financiarisation des capitalismes. Donc, c'est là où on voit les grandes entreprises qui reposent sur un pouvoir actionnarial. Alors, avec des organisations syndicales très présentes, parfois encore puissantes, mais de plus en plus contraintes, à la fois parce qu'il y a un recours de plus en plus fréquent à des emplois précaires, donc une fragilisation des collectifs de travail, et puis parce que typiquement on a affaire à des directions d'entreprise qui ne sont plus propriétaires de leur entreprise, qui sont elles-mêmes gouvernées et mises sous pression par le pouvoir actionnarial, et qui donc n'ont plus, ou en tout cas beaucoup moins de marge de manœuvre dans la négociation avec les organisations syndicales. D'accord. Donc, tu as dit tout à l'heure que donc une des évolutions, c'était vraiment la priorité donnée à la négociation collective en entreprise. Tu as dit que c'était même vu comme le levier de la promotion du dialogue social, etc., etc. Et donc, dans cet ouvrage, le constat, c'est que ça a conduit à affaiblir, contourner, même domestiquer le rôle des organisations syndicales dans la construction de ce rapport salarial. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a conduit à cet affaiblissement et en quoi ça aggrave les inégalités sociales aussi, ces évolutions? Oui, tout à fait. Alors, la négociation collective d'entreprise, son acte de naissance, on va dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les lois Auroux, mais dans un contexte, je le rappelle, où étaient retenues que les dispositions plus favorables aux salariés. Donc, c'était vraiment pensé comme un outil du progrès social. Bon. À l'époque, je le rappelle, c'était toujours important d'avoir ce recul historique, le patronat est vent debout contre les lois Auroux, parce que le patronat s'était jusqu'alors toujours opposé à l'entrée des syndicats dans l'entreprise, de crainte de faire entrer le loup, en gros, dans la bergerie. Bon, si on regarde les choses aujourd'hui, on voit que 30 ans plus tard, à partir des années 2000, qui réclame les négociations collectives d'entreprise? D'abord et surtout le patronat. Parce qu'entre-temps, le syndicalisme s'est affaibli, donc entre guillemets, il effraie moins les directions d'entreprise, et aussi parce que le MEDEF, en particulier, dans ce qu'il va appeler la refondation sociale, y voit une manière de renégocier les modalités du compromis salarial et d'envisager la négociation collective comme le moyen d'échanger plus de flexibilité du travail, des rémunérations, en échange de la promesse de maintenir l'emploi dans le contexte d'un capitalisme internationalisé. Donc il y a toujours ce chantage où on effraie, où en tout cas on agite la crainte de la délocalisation. Et donc et on dit mais on va négocier cette plus grande flexibilité avec les organisations syndicales. Et donc on présente le développement de la négociation collective d'entreprise comme le moyen de renforcer la légitimité des organisations syndicales. En réalité, le véritable dessein politique de ces réformes, c'est pas tant de renforcer le syndicalisme, c'est surtout d'en transformer le rôle. C'est-à-dire que c'est l'idée, pour reprendre le terme de Chris Howell, qui est un collègue anglo-saxon, de développer ce qu'il a appelé un corporatisme d'entreprise, c'est-à-dire de faire des organisations syndicales des accompagnateurs, on pourrait dire, des réformes qui consistent à négocier les modalités d'une plus grande flexibilité en nous promettant qu'en échange, par exemple, on va pouvoir aussi renforcer la sécurisation des parcours professionnels des salariés, ce qu'on a appelé la flex-sécurité. Bon, la réalité, quand on prend du recul, c'est qu'est-ce que l'on voit? C'est que effectivement, la négociation sert de plus en plus à
accroître la flexibilité du travail et des rémunérations, tandis que les nouveaux droits dont sont censés disposer les salariés peinent véritablement à émerger. Et donc, ce sur quoi on veut insister dans l'ouvrage, c'est de montrer que de recentrer la négociation au niveau des entreprises, ça confronte les organisations syndicales à des contradictions, à des dilemmes permanents, parce que, évidemment, la négociation se fait toujours sous la contrainte directe du marché, ce qui n'est évidemment pas le cas lorsque vous le faites au niveau de la branche. Mais au niveau de l'entreprise, vous mettez les représentants des organisations syndicales toujours dans la situation d'avoir à l'esprit qu'il s'agit aussi de garantir la pérennité de la compétitivité de l'entreprise pour garantir la sauvegarde de l'emploi. Et justement, là, peut-être aller directement sur quelles sont les évolutions des usages de la négociation des accords d'entreprise. Et là aussi, donc, il y a des effets en termes d'inégalité. Voilà, donc effectivement, ça va me permettre de répondre à la question de l'inégalité. Donc c'est l'intérêt d'avoir une approche par les contextes, c'est que ça permet aussi de ne pas avoir une vision, j'allais dire, trop univoque des effets produits par la transformation des règles de la négociation collective. Ça permet à la fois de mettre en évidence des effets communs sur la manière dont ça transforme et ça fragilise les organisations syndicales, et en même temps ça permet de repérer des différences, et donc ça permet à la fois de penser, si vous voulez, les transformations du capitalisme et la variété de ces modèles qui persistent tels qu'on l'a évoqué à travers la typologie des 4 modèles. Bon. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? C'est qu'il y a 3 types d'usages possibles de la négociation collective. D'un côté, ce qu'on peut voir, c'est que le nombre d'accords a eu tendance à se développer. On est autour de 50 à 70 000, ça dépend un petit peu en fonction des années, tout en se concentrant dans les grandes entreprises. Mais dans les grandes entreprises, ce qu'on peut apercevoir, et c'est cohérent avec ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'il y a un risque très fort de formalisation de la négociation collective et du dialogue social, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, nous, en langage sociologique, une forme de managérialisation du dialogue social. Le dialogue social, il sert au DRH à maintenir un échange, un dialogue avec les organisations syndicales, à légitimer, à renforcer la légitimité des décisions qui sont prises au motif qu'elles auraient été discutées préalablement avec les représentants syndicaux, sans forcément que ceci ait véritablement la capacité à peser sur les décisions qui sont prises. Deuxième usage possible, un usage redistributif, c'est-à-dire celui qui consiste à répartir et à améliorer les contreparties qui sont données aux salariés en échange de la plus grande flexibilité ou de la plus grande productivité qui leur est demandée. Ça, c'est un modèle qu'on va retrouver beaucoup, notamment dans le modèle numéro 4. Donc, c'est-à-dire le modèle des grandes entreprises industrielles, où il y a quand même beaucoup de négociations salariales. Alors, des négociations salariales qui, en même temps, changent radicalement de nature. C'est-à-dire qu'on y négocie beaucoup moins souvent des augmentations générales, mais plus souvent des augmentations individuelles, et puis beaucoup de primes, surtout. Donc c'est un changement quand même substantiel de la nature des rémunérations. Mais malgré tout, il y a des négociations salariales qui sont régulièrement organisées, une capacité de mobilisation, évidemment syndicale, qui contraint les directions à des compromis. Et puis à l'autre bout du spectre, dans les petites entreprises paternalistes, néo-paternalistes, il n'y a pas du tout de négociation salariale, et les rares négociations qui sont organisées uniquement à l'initiative des employeurs et pas dans la logique d'augmenter les rémunérations ou d'améliorer les conditions de travail des salariés, mais plutôt dans la volonté de saisir de nouveaux dispositifs qui sont offerts aux directions pour accroître la flexibilité. Alors très concrètement dans l'ouvrage, pour que ce soit clair pour les auditeurs, dans une entreprise d'aide à domicile, le seul accord qui est signé, c'est un accord qui consiste à baisser le taux de majoration des heures supplémentaires pour les femmes employées dans ce secteur, donc pour augmenter évidemment les marges et les profits de l'entreprise. Et donc, ça répond directement à ta question, c'est que même si dans toutes les entreprises, pour toutes les raisons que j'ai rapidement évoquées, la capacité des représentants du personnel à négocier des compromis est affaiblie, on voit bien que les nouvelles conditions et les nouvelles règles de la négociation collective, elles créent des conditions pour que s'amplifient les inégalités entre les salariés dotés de représentants syndicaux en capacité à négocier même des petits avantages, mais encore à obtenir des petits avantages ou une amélioration des conditions de travail et de rémunération en échange des gains de productivité, et celles où les salariés sont généralement livrés à eux-mêmes, pris dans un rapport de domination très puissant avec l'employeur, et lorsqu'il y a accord, c'est pas du tout synonyme de progrès social, mais au contraire synonyme de dégradation de la condition salariale de ces salariés.
Et justement, dans cet ouvrage, à un moment donné, il y a un paradoxe qui est relevé, qui est celui que les contraintes donc, économiques liées à la mondialisation de l'économie capitaliste montrent qu'elles mettent vraiment sous pression les salariés, comme ça a rarement été le cas. Et pourtant, tu viens de le dire, l'amélioration des salaires, des conditions de travail est renvoyée donc à la négociation collective. Et donc voilà, donc on voit bien qu'il y a quand même une sorte de paradoxe qui est donc, comme tu l'as dit, mis en place par des politiques, donc donc par l'État, Et donc, qu'est-ce que ce paradoxe il nous indique sur les présupposés et les fins politiques poursuivies par les dirigeants qui prennent ces décisions? Oui, effectivement, il y a quand même ce paradoxe qu'on n'a jamais eu autant le mot de dialogue social en entreprise à la bouche. On le voit encore avec l'actualité récente sur la conférence sociale qui est organisée par le gouvernement, mais qui tout de suite annonce que c'est pas lui qui prendra des décisions, refus d'indexer les salaires sur l'inflation, et qui se défausse d'une quelque manière, en tout cas qui renvoie la responsabilité de la négociation des salaires aux entreprises, aux branches, mais surtout en insistant, si on entend bien, sur les salaires, alors que l'ensemble des organisations syndicales fait valoir que la négociation est bloquée au niveau des branches, et on le comprend bien. Elle est bloquée parce que le patronat n'a strictement aucun intérêt, évidemment, surtout dans les secteurs où on fait appel à une main-d'œuvre peu qualifiée, où la stratégie des entreprises repose sur une stratégie de prix, donc de compression des coûts de production. Le patronat a strictement aucun intérêt à engager des négociations à ce niveau et préfère renvoyer à la négociation d'entreprise, ce qui est en fait une manière de créer les conditions pour qu'il n'y ait aucune amélioration, en tout cas générale, des salaires, surtout pour les salariés dits du bas de l'échelle ou les fameux premiers de cordée. Et c'est vrai que dans le discours du gouvernement, on a toujours le sentiment que le gouvernement reste en quelque sorte dans une représentation assez mystifiée de ce qu'est le dialogue social, c'est-à-dire qu'il fait totalement abstraction de ce qu'est la réalité du rapport de force économique et sociale dans les entreprises. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut dire que, en tout cas de notre point de vue, cette promotion du dialogue social en entreprise, elle est juste une manière pour l'État de faire mine de prendre en charge un problème, celui par exemple des salaires en période d'inflation, sans y apporter en fait aucune réponse à la hauteur en tout cas des enjeux, et donc laisser libre cours, en tout cas prendre le risque de laisser libre cours à toutes les inégalités qui existent dans la capacité des salariés et de leurs représentants à défendre les intérêts des salariés dans les entreprises. Donc il y a oui. Il y a quand même un point parce que apparemment ça a quand même été ce que tu dis, c'est que ça a été assez peu étudié. Il existe donc des représentantes du personnel non syndiqués, et en général donc la sociologie a peu étudié ces cas-là. Vous, il y a pas mal étudié, il y a un chapitre entier sur ces questions. Et donc quelle différence vous avez pu observer face à des entreprises où justement il va y avoir des représentants du personnel syndiqués? Alors, effectivement, dans l'analyse sociologique, on s'est assez peu penché sur les représentants du personnel non syndiqué, tout simplement parce que ceux qui étudient les relations professionnelles sont aussi ceux qui s'intéressent au syndicalisme, et donc qui sont d'abord intéressés à la manière dont se transforme, dont s'adapte, dont on cherche à faire face le syndicalisme face à toutes ces transformations. Mais ce qu'on rappelle quand même dans l'ouvrage, c'est que les organisations syndicales sont absentes de 40% des entreprises, que si on regarde la CGT ou la CFDT, les deux premières organisations confédérales, chacune d'entre elles ne représente que dans 17% des établissements de plus de 10 salariés qui sont notre champ d'enquête. Donc je profite pour dire que notre enquête, qui est tirée de l'enquête réponse de la DARES, porte sur les établissements de plus de 10 salariés du secteur marchand. Donc, et que lorsqu'on regarde nos 4 modèles, eh bien dans 2 des 4 modèles, et j'ai oublié de dire, mais les 4 modèles représentent chacun en gros un quart de nos établissements, des établissements donc du champ de l'enquête. Eh bien, dans 2 de ces modèles, les organisations syndicales sont absentes. Et donc, ça nous a paru évidemment déterminant d'aller regarder qu'est-ce qui se passe, comment se négocie le rapport salarial là où les organisations syndicales sont absentes, sachant que un des changements importants des règles de la négociation collective, c'est que auparavant, la négociation collective était du monopole des organisations syndicales, c'est-à-dire que seuls les délégués syndicaux étaient habilités à négocier des accords avec les directions d'entreprise, et que, à partir des années 2000, et maintenant c'est généralisé, on a ouvert progressivement la possibilité pour que les directions d'entreprise puissent négocier des accords, y compris avec des représentants élus, mais non syndiqués.
au motif qu'il fallait que tout le monde ait la possibilité d'avoir accès aux droits de la négociation collective. Bon. Et si on regarde un petit peu les choses, l'an dernier, le ministère du Travail a beaucoup communiqué sur le nombre d'accords qui augmentait dans les petites entreprises en y voyant le signe d'une bonne santé du dialogue social, en se félicitant, en y voyant un effet positif des ordonnances de travail. Bon, nous, ce qu'on démontre, c'est que c'est tout sauf une bonne nouvelle. En fait, c'est une nouvelle, au contraire, très catastrophique. Pas simplement parce que ces accords contournent les organisations syndicales. J'ai envie de dire, si c'était que ça serait une chose, mais surtout parce que du coup, les accords qui sont négociés en dehors de l'intervention des organisations syndicales se font au détriment des salariés. On le détaille bien dans l'ouvrage, ce n'est qu'une mise en forme juridique d'une décision unilatérale prise par l'employeur. Pourquoi ? Parce que en fait, ce qu'on observe notamment dans nos petites entreprises néo-paternalistes et même dans les PME dynamiques et innovantes, ces représentants du personnel non syndiqué, d'abord, ils sont seuls, ils sont totalement isolés. Évidemment, c'est pas du tout des juristes ni des économistes de formation, donc ils sont évidemment assez désemparés pour maîtriser les contextes réglementaires de la négociation collective. D'ailleurs, les directions, elles aussi, mais la différence, c'est qu'elles peuvent se payer grassement les services de cabinets d'avocats qui les accompagnent et qui prennent en charge, en fait, ces accords. Et en plus, ce qu'on montre, c'est que formellement, ces élus ont été élus par leurs collègues, mais en réalité, ils ont été surtout sélectionnés par les directions d'entreprises qui ont la main mise sur les élections et qui s'organisent pour que émergent comme représentants du personnel des salariés en fait de confiance qui vont agir comme des relais des directions d'entreprise. Et donc, il y a accord, effectivement, dans certaines de ces entreprises, mais on s'aperçoit, lorsqu'on regarde comment cet accord a été conclu, mené, qu'il n'y a eu aucun échange, aucune forme de négociation. L'accord a été préparé par la direction et les représentants du personnel se sont contentés de signer. Et là où ces représentants du personnel, pour pas donner une image caricaturale, se prennent au jeu de leur rôle, c'est-à-dire on montre qu'il y a beaucoup d'élus qui rentrent là-dedans d'abord pour les activités du comité social et économique et notamment la gestion des œuvres sociales et culturelles dans l'idée de créer une bonne ambiance dans l'entreprise, etc. Puis qui malgré tout découvrent, d'abord peuvent être mécontents des conditions de travail et de rémunération qui leur sont réservées, puis qui découvrent aussi progressivement certains droits, etc., qui cherchent à faire valoir leurs droits de représentants du personnel et qui immédiatement se retrouvent confrontés à des formes de représailles, si ce n'est des répressions patronales, et qui n'osent pas pour autant se rapprocher des organisations syndicales, de crainte que ça dégrade encore plus leur situation dans le rapport à l'employeur, de crainte en gros que ça déclenche la guerre avec l'employeur. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment mettre l'accent sur ces élus non syndiqués, à la fois vraiment pour déconstruire cette idée que c'est formidable, il y a plus d'accords qui sont négociés dans les petites entreprises, et aussi pour faire ressortir, par comparaison, tout ce que la présence des organisations syndicales permet encore d'apporter. Je pense que c'est un point quand même assez important dans notre livre. On n'a pas voulu cultiver non plus une sinistrose. Alors effectivement, on reste lucide. On peut qu'être lucide sur les difficultés, les défis monumentaux que les organisations syndicales ont à affronter pour s'implanter, pour réussir à créer des conditions de négociation un peu plus équilibrées avec les employeurs. Mais ce qu'on montre, par exemple, c'est que même dans un même secteur, dans un même contexte, si on compare ce qui se passe dans une entreprise d'un même secteur, là où il y a syndicat, là où il n'y en a pas, il n'y a quand même pas photo, parce que les représentants du personnel qui sont soutenus par des syndicats, ils sont formés, ils disposent d'un soutien moral, collectif, ils se sentent moins isolés face à leur employeur, donc plus déjà sûrs d'eux-mêmes pour affirmer leurs droits, pour créer un minimum de rapport de force qui contraint. Alors c'est parfois des avancées minimales, mais qui ne sont pas non plus rien pour les salariés qui en bénéficient. Et puis il y a d'autres contextes, on le montre aussi dans le livre, où les syndicats permettent encore d'obtenir beaucoup en termes d'augmentation salariale et de préservation des conditions de travail pour les salariés. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu tenir ensemble, mettre en perspective dans l'ouvrage. Justement, donc maintenant on va arriver un peu plus sur ce que, bien évidemment, on a un constat un peu lucide, donc on ne peut pas dire que la situation du rapport de force soit positive, mais que les syndicats jouent un rôle, donc on va aller un peu sur ces questionnements-là. Mais je me dis déjà, parce que là c'est sur ces représentants non syndiqués, tu dis que c'est quelque chose vraiment à prendre en compte et à s'en rendre compte, et donc par exemple peut-être que les syndicats pourraient aussi avoir alors il leur faut des militants pour le faire, mais avoir une possibilité d'aide, d'accompagnement juridique, mais plus anonyme, entre guillemets, pour ne pas mettre en difficulté, mais quand même conduire à des améliorations des conditions de travail dans ce type d'entreprise. Mais sinon, plus généralement,
Avec toutes ces études ces cas que vous avez pu étudier, donc c'est quoi les modalités d'action qui sont justement mobilisées ou mobilisables par les représentants syndicaux pour permettre justement déjà de pouvoir négocier, mais en rentrant de manière favorable, enfin de pas perdre avant même d'avoir commencé la négociation. Et quel rôle des conflits là-dedans, parce qu'on essaye de nous dire dialogue social, on doit être pacifié, etc. Est-ce que ça a un rôle quand même? Alors c'est clair que un des grands résultats de dizaines de travaux aujourd'hui qui ont travaillé eux aussi à partir de l'enquête réponse, et nous on vient valider encore ce constat-là, c'est que conflits et négociations collectives vont de pair. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que le dialogue social et la négociation collective servent à pacifier les relations de travail. Alors d'une certaine mesure, on ne peut pas non plus totalement écarter cette hypothèse-là. Bien sûr, ça peut servir à canaliser la contestation, ça peut servir à institutionnaliser, à formaliser davantage les relations entre employeurs et représentants syndicaux. Mais pour autant, ça ne fait pas disparaître les conflits. Négociations collectives et conflits vont de pair. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'à chaque négociation, il y a conflit. Ce qu'on montre évidemment après beaucoup d'autres travaux, c'est qu'il y a quantité de négociations collectives jugées secondaires, moins prioritaires par les représentants syndicaux, qui sont par ailleurs constamment sollicités d'ailleurs pour négocier des accords. C'est presque un peu le paradoxe, hein, c'est qu'en entretien, ils se plaignent presque d'être tout le temps avoir à discuter, à négocier, tout en ayant le sentiment d'avoir peu de choses à obtenir. Et donc par exemple, lorsqu'on va négocier sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, lorsqu'on va négocier sur l'emploi des seniors, lorsqu'on va négocier sur la QVT, évidemment, c'est très difficile d'appeler les salariés à se mobiliser à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est plutôt sur les négociations salariales. C'est les négociations salariales qui restent le moment de prédilection pour mobiliser par les salariés grâce aux organisations syndicales. Sans perdre de vue, hein, j'insiste là-dessus, c'est que dans la majorité des entreprises, il n'y a pas de négociation salariale. Hein. Et donc, c'est aussi parce qu'il y a des organisations syndicales présentes, capables d'organiser des mobilisations. Souvent, on se demande à quoi servent les mobilisations. Est-ce que c'est pas juste du folklore ou une forme de rituel syndical? Non, c'est aussi une manière d'abord d'entretenir l'habitude et la capacité des salariés à se mobiliser. Et puis c'est une manière aussi de matérialiser le rapport de force avec l'employeur et donc aussi de l'inciter à négocier. On a quand même toute une série d'exemples qui illustrent la manière dont les DRH tiennent compte quand même du rapport de force. Ils font face même un élément cardinal de leur stratégie de négociation. Donc, sous cet angle-là, la négociation, la mobilisation collective, alors ça peut être la grève, mais pas forcément la grève, la capacité de mobilisation, je préfère le dire ainsi, des organisations syndicales à apparaître comme des porte-paroles suivis par les salariés reste un moteur de la négociation collective et de la capacité des organisations syndicales à obtenir des compromis qui leur soient favorables, même si au-delà de la capacité de mobilisation, évidemment, le contexte économique et socio-économique dans lequel se mobilisent les salariés et les organisations va aussi beaucoup déterminer le curseur, hein, en gros, des avantages et des compromis qu'ils vont être en capacité d'obtenir. Évidemment, pour les militants syndicaux, c'est beaucoup plus facile, c'est pas leur enlever aucun mérite que de dire ça, mais c'est beaucoup plus facile d'obtenir de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, s'ils représentent des salariés dont l'entreprise a besoin, qu'elle a besoin de fidéliser. Là où, par exemple, dans les entrepôts logistiques dont on parle beaucoup, on est sur des modèles d'entreprise où le turnover est un modèle de gestion du personnel. On ne cherche pas du tout à fidéliser. Au contraire, du point de vue des directions, c'est une solution à leurs problèmes. Hein. Le fait qu'il y ait un turnover, c'est pas du tout un problème. Ça évite, au contraire, que puissent se créer des formes de protestation collectives. Donc, on préfère des formes de protestation individuelles, silencieuses, sous forme d'exit, de sortie, de départ de l'entreprise, plutôt que de prendre le risque que se développent des formes de protestation plus collectives qui contraindraient à des compromis. Et là, juste, parce que par exemple, le cas de Verbaudet, où là, c'est l'exception qui confirme la règle, ou comment tu analyses Alors, non, oui, tout à fait, c'est une exception qui confirme la règle. Alors, la règle, c'est quoi? C'est de voir que ce sont des salariés peu qualifiés, dans une entreprise multi-établissement, hein, donc c'est des salariés, des femmes salariées qui sont mobilisées, mais qui étaient assez majoritaires dans leur entrepôt, mais minoritaires au niveau de leur entreprise, mais qui ont dû donc faire grève, je crois que c'était quasiment 2 mois, pour obtenir une augmentation salariale qui reste malgré tout, c'est pas du tout non plus pour être trop pessimiste, mais qui reste quand même inférieure au taux d'inflation. Mais leur victoire n'a été possible
possible que parce qu'elles ont bénéficié, ça fait le lien avec ce qu'on disait précédemment, d'un soutien énorme de la part de leur organisation à tous les niveaux. Au niveau local, au niveau départemental, plus après la Confédération par la voix de Sophie Binet qui a mis tout son poids politique et médiatique pour attirer l'attention. Mais donc du coup, à la fois, c'est une grève qui illustre la possibilité, tout ce que les organisations syndicales peuvent permettre d'obtenir, mais qui illustre aussi l'énorme difficulté, l'énorme défi que ça représente pour ce type de salariés peu qualifiés, et c'est souvent des femmes, pour tout ce que ça implique en termes de soutien et d'organisation collective pour obtenir des augmentations qui sont encore inférieures à l'augmentation du niveau de vie. Donc ça permet de poser des questions, tu en as dit un certain nombre, mais comme ça, donc quelles sont les préconisations, je ne sais pas comment, que tu pourrais faire qui permettraient d'accroître la capacité des représentants syndicaux à infléchir un contexte plutôt défavorable et même, tant qu'à faire, à essayer d'obtenir des améliorations. Donc, quelles conditions mettre en place pour pouvoir avoir des compromis salariaux plus équilibrés, moins inégalitaires? Comment organiser le dialogue social, quoi, en fait. Alors, comme tu le sais, en sociologie, on est toujours assez réticent à faire des préconisations et on n'est pas du tout là. C'est pas un livre qui consiste à dire il n'y a qu'un faucon. C'est pas du tout cette idée-là. Notre objectif, il est double. Notre objectif, en fait, il est double. Ça va être une manière de répondre frontalement à ta question. Il est d'abord de démystifier tout un ensemble de discours sur lesquels je suis revenu, qui servent de vernis et de justification, de légitimation à un dialogue social qui est un dialogue social de dupes assez souvent. Deuxième objectif pour nous, je l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus parce que c'est un point important, c'est réhabiliter, contribuer modestement, en tout cas réhabiliter les organisations syndicales dans le rôle positif qu'elles continuent à jouer dans le travail de défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. Je pense que c'est quand même un point très important. Et c'est donc aussi, troisième élément pour nous, un appel à repolitiser la question du dialogue social. Que font les gouvernements sociodémocrates et conservateurs et libéraux depuis 30 ans? Ils ne font que dépolitiser la question du dialogue social en disant ça ne concerne pas l'État. Ça concerne uniquement le jeu de la négociation entre partenaires sociaux. Force est de constater, je pense que même les militants et les dirigeants de la CFDT, par exemple, qui sont plutôt sur ce créneau-là de défendre l'idée d'une approche contractuelle du syndicalisme, même eux, ces derniers mois, sont bien obligés de faire le constat, avec, on n'en a pas parlé, mais la mise en place du comité social et économique qui a réduit d'un tiers le nombre de représentants du personnel, que même pour eux, quand je les vois en formation, qui se pensent comme des artisans du dialogue social, ils sont obligés de constater que les conditions sont plus réunies, qu'ils n'y arrivent plus et qu'il y a trop de contraintes à la fois politiques et économiques qui entravent des formes possibles de dialogue social. Et donc repolitiser cette question-là, c'est de dire qu'on ne peut pas continuer à sacraliser le dialogue social en entreprise, la négociation collective d'entreprise, comme le seul lieu possible de la négociation et même comme le seul périmètre d'action possible du syndicalisme. Parce que c'est ça, en fait, on l'a bien vu à travers l'épisode des réformes des retraites, le gouvernement et le patronat, et le gouvernement en particulier, ne reconnaît une légitimité aux organisations syndicales qu'à la condition qu'elles se limitent à un périmètre d'action dans les entreprises et qu'elles se conforment à un rôle qui consiste à accompagner toutes les réformes de flexibilisation du marché du travail. Et donc, ça veut dire que, notamment pour la gauche, pour les partis de gauche, restaurer de la justice sociale, penser les conditions d'une alternance ou d'une alternative politique, ça nécessite aussi de repenser le rôle que l'on veut donner aux organisations syndicales et à la négociation collective. Et là, il y a deux éléments, deux chantiers qui sont à investir. Il y a bien sûr restaurer ou en tout cas une grande partie des droits dont ont été privés les organisations syndicales à la faveur, au moment des ordonnances travail, restaurer notamment un CHSCT, restaurer des représentants de proximité qui ont totalement été, qui ont quasiment disparu avec la mise en place du comité social économique. Mais si on se contente de faire ça, ça suffira pas. Ça veut dire qu'on resterait dans l'idée que tout va se régler par un dialogue social plus équilibré dans les entreprises. Il faut aussi penser des droits et un soutien politique aux organisations syndicales qui dépasse ce simple cadre des organisations syndicales et le simple cadre des entreprises et qui consiste donc par exemple notamment à leur donner des droits
interprofessionnel. Jusqu'à présent, les droits, c'est essentiellement lié aux fonctions d'élus ou de mandatés dans les entreprises. On pourrait tout à fait imaginer un droit qui reconnaît une nouvelle fonction syndicale, celle d'organisateur, par exemple, celle qui consisterait notamment à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à venir en soutien, en aide pour organiser les salariés des entreprises dans lesquelles les syndicats sont absents. Et à mon avis, c'est assez vain de vouloir dire il faudrait que les syndicats, que le syndicalisme s'organise uniquement dans les entreprises. Si je reviens sur mes petites entreprises, le rapport de force et la structure des rapports de domination au travail est telle que même les militants les plus valeureux, les plus aguerris, seront toujours très très contraints par cette configuration où les rapports sont très personnalisés, très individualisés, où vous travaillez constamment en proximité et au contact de votre employeur. Et donc il faut penser une organisation de la représentation du personnel qui puisse se faire aussi hors de l'entreprise. Et c'est à mon avis la seule manière d'avoir une représentation du personnel qui soit adaptée aux transformations de ce qu'est aujourd'hui la réalité du tissu productif. Et donc, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, le temps est écoulé. C'est ce que tu l'as déjà dit. Donc, la mobilisation des Gilets jaunes avait déjà montré un certain nombre de choses, et donc notamment sur l'importance du territoire. Et donc, est-ce que tu peux revenir et puis rapidement sur pourquoi ce territoire aiderait à faire... Oui, ben effectivement. Alors, par exemple, ma collègue Sophie Bérou a montré récemment dans un autre ouvrage que un des éléments significatifs qu'on pouvait retenir de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est effectivement que ces personnes qui ont peu ou pas l'habitude de se mobiliser, mais s'il y avait aussi parmi eux beaucoup de militants syndicaux, il ne faut peut-être pas trop vite l'oublier, mais se sont réunis sur les ronds-points. Qu'est-ce que ça nous dit sur les ronds-points des ronds-points? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est des salariés, essentiellement de petites entreprises, donc c'est typiquement des salariés qui, dans leur grande majorité, sont des salariés déqualifiés, mal rémunérés, qui travaillent dans des contextes où le syndicalisme est absent, apparaît pas d'un recours utile et efficace, où le dialogue social est une vue de l'esprit, une chimère inaccessible, et qu'en plus ces salariés manquent de lieux concrètement pour se réunir. Bon. Et donc le territoire, c'est revenir à ce qu'était le syndicalisme à ses débuts. C'était les bourses du travail, le syndicalisme, on le perd de vue aujourd'hui. Le syndicalisme s'est construit d'abord hors de l'entreprise. La section d'entreprise, ce n'est que 1968. La négociation d'entreprise, ce n'est que 1982. Il y a un siècle de combats syndicaux qui se sont construits et de victoires syndicales qui se sont construites sans avoir de section ou de syndicat d'entreprise. Alors je ne dis pas du tout qu'il faut revenir sur ces acquis-là, mais ne pas en faire l'alpha et l'oméga, et donc renforcer aussi la capacité et la réflexion aussi que peuvent mener les organisations syndicales sur la manière de se répartir, de mutualiser leurs ressources pour se donner et se doter des moyens nécessaires pour accueillir, organiser, défendre, et c'est un travail évidemment de longue haleine, tous ces salariés, et notamment ceux qu'on a retrouvés dans les mobilisations des Gilets jaunes. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je vous invite à vous procurer cet ouvrage collectif, Un compromis salarial en crise, pour avoir une vision quand même un peu plus complexe, un peu plus nuancée sur la situation actuelle et ouvrir des perspectives. Et donc, peut-être aussi rendre légitime le fait d'aller en manifestation ou même carrément de se syndiquer de manière massive, tous ensemble. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire ? Non, je te remercie très sincèrement de m'avoir donné la possibilité de présenter l'ouvrage. Merci à toi.